Appui budgétaire 2015, les partenaires techniques et financiers mettent à la disposition du Mali 95,14 milliards de francs CFA. Le montant aidera à la mise en œuvre des réformes politico-économiques de notre pays. Lutte contre la maladie à virus Ebola, la diaspora ouest-africaine initie un forum à Washington DC. La voix du Mali a résonné, il nous faut mobiliser une trentaine de millions de dollars. Nu ORTM 2014, c'était hier soir. Mademoiselle Mariam Traoré de Koulikoro a été élue ambassadrice de la paix et de la réconciliation devant 11 autres candidates. Nous sommes samedi 6 décembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'Assemblée nationale a approuvé hier soir 3 projets de loi intéressant la vie de la nation. Ces projets de loi concernent les ministères en charge du développement rural, des transports et celui de la solidarité. Ils ont été adoptés à l'unanimité par l'ensemble des députés présents. Moussa Fane revient sur le vote d'hier soir. Le premier projet de loi modifiant l'ordonnance qui a créé l'Agence de développement du Nord Mali a été adopté à l'unanimité par les 115 députés présents. L'agence a d'abord été créée pour mettre en œuvre le pacte national. Et c'est par rapport à ça que nous comprenons la suggestion de la Commission de faire l'audit de toutes les actions qui ont été menées jusque-là. Il y avait une nuance au départ par rapport à ce projet de loi. Quand on dit l'Agence de développement du Nord Mali, c'est comme si on considère le Nord Mali comme une entité par rapport au Mali. Donc il fallait changer la dénomination pour que la nouvelle appellation soit l'Agence nationale de développement du Nord du Mali. La seconde loi adoptée porte sur le financement des travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport international de Bamako-Sénou. Après les discussions, le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les 112 députés présents. Dès que nous aurons terminé toutes les signatures, nous pensons que cet aéroport sera un beau bijou pour le développement du transport en Afrique. Et spécialement, ça mettra le Mali dans une position de plaque tournante. Et nous souhaitons sincèrement que cette position de plaque tournante va accroître vraiment l'économie du Mali. Ce projet de loi, effectivement, permettra de doter l'aéroport international de Bamako-Sénou d'un équipement de dernière génération et permettra à l'aéroport, effectivement, de respecter, effectivement, les lois de l'aviation civile internationale. Le dernier projet de loi déterminant les principes et les conditions de gestion de la pêche et de l'aquaculture a été défendu par le ministre du Développement rural. Il couvre les activités de pêche, l'aquaculture et leur gestion. Les 117 députés présents ont voté pour. On a un projet de texte qui doit nous permettre de régler les problèmes d'aujourd'hui et de nous projeter dans une grande perspective. Et c'est pourquoi il y a aussi donc le souci d'harmoniser notre législation avec vraiment celle des pays vraiment donc de la communauté UEMOA et CEDEAO. L'adoption du projet de loi déterminant les conditions de gestion de la pêche permettra d'organiser l'aquaculture et la pêche au Mali. Après 2 jours d'intenses travaux, la revue budgétaire conjointe 2014 de l'appui budgétaire général a pris fin en apothéose. Les partenaires techniques et financiers réaffirment leur soutien à notre pays. Pour l'année 2015, à titre indicatif, l'appui budgétaire général sera de 95,14 milliards de francs CFA. Les détails, c'est avec Nyanya Aliou Traoré. S'agissant de l'année 2015, les annonces se présentent comme suit. Je rappelle que les annonces pour 2015 sont bien sûr à ce stade encore indicatives. 95,14 milliards de francs CFA. Voilà, la messe a été livrée et ceci n'est qu'un avant-goût du reste des aides qui seront octroyées à notre pays courant 2015 selon Hélène Gaga Garnim. Ce rendez-vous annuel entre l'État et ses partenaires techniques et financiers a été donc une véritable tribune d'échange. Occasion pour faire le bilan de 2014 et de voir les perspectives de coopération. Selon le PTF, l'année 2014 a été certes une année très difficile, mais qu'à cela ne tienne, tous saluent le retour de la confiance. Pour maintenir cette dynamique,
Une constance dans la mobilisation et l'amélioration de la gouvernance économique et financière est nécessaire pour consolider donc la confiance que nous avons pu remettre, n'est-ce pas, en route. Autre point évoqué au cours des débats, la lenteur constatée au niveau de certains dossiers soumis par le Végal à la justice. Selon l'ambassadeur du Canada au Mali, il est temps d'accélérer le processus pour éviter une installation de l'impunité. Tout à fait d'accord donc qu'il faut rendre justice. Mais il y a un principe fondamental en justice qui est aussi qu'il faut qu'il y ait le sentiment que justice a été rendue. L'année qui vient de se passer a été marquée par des événements quand même assez fondamentaux pour la stabilité du Mali. Et donc, je n'aurais qu'une chose à vous dire, c'est essayons d'accélérer un peu le processus parce qu'on a vraiment l'impression que dans certains milieux, en tout cas, qu'on se dirige peut-être vers une forme d'impunité, puis ce serait très malheureux et très dommageable. Nous devions rester calmes, nous devions pouvoir traiter ça avec sérénité. Les dossiers feront là-bas, entre les mains des juges, et ils ont toute la latitude et la liberté de les regarder avec en regard l'application stricte du droit. Mais nous n'allons pas juger sur la base de la rumeur. La baisse des recettes douanières a été un autre point d'échange par les partenaires. Je pense que là, il y a aussi des questions de contingence. Il y a d'autres problèmes profonds auxquels on est en train de réfléchir. Il faut reconnaître que ce secteur a connu aussi beaucoup de difficultés par rapport aux différentes grèves qu'il y a eu sur l'axe principal d'approvisionnement qui se trouve être l'axe Bamako-Dakar. Des grèves intempestives et de tout le temps des problèmes, soit au niveau du port, soit sur le corridor. Au-delà de ça, il y a le carburant. Le pétrole n'arrête pas de chuter. Là aussi, c'est une source de recettes. Moi, je pense qu'en la matière, quand on fait ce genre d'analyse, il faut intégrer toutes ces dimensions pour savoir pourquoi est-ce qu'en net, on a régressé en termes de performance ou d'efficacité. La société civile présente à la réunion a mis un accent particulier sur l'amélioration des données statistiques. Je lance un appel vraiment à tous les partenaires, aussi bien qu'à l'État, de tout mettre en œuvre pour que le service national des statistiques et aussi bien au niveau sectoriel soit des plus performants possibles pour que les décisions qui doivent être prises soient des bonnes décisions qui nous permettent, une fois qu'on les prend et qu'on les exécute, d'aller de l'avant. Le mot de la fin est revenu au représentant de la Banque mondiale au Mali, Paul Numba, qui a fait ses adieux en tant que chef de file des PTF, un rôle qui revient à la France pour l'exercice 2015. Le programme d'appui à la formation professionnelle a tenu ce matin au ministère de l'Emploi et la formation professionnelle la deuxième session de son comité de pilotage. Ce programme, d'un coût de 11 milliards de francs CFA sur 4 ans, est une initiative du gouvernement malien avec l'appui de la coopération suisse. Abdrahman Meigar, compte rendu. Le programme d'appui à la formation professionnelle est un projet conjoint de coopération initié par le Mali et la Suisse. D'un coût de plus de 11 milliards de francs CFA sur 4 ans, ce projet axe ses interventions sur la formation avec en toile de fond, favoriser l'insertion professionnelle de 40 000 jeunes. Après une année d'activité, l'air est au bilan. Ce deuxième comité de pilotage permet aux administrateurs d'évaluer les réalisations du projet sur le terrain, d'analyser ses performances et de formuler des recommandations. Le PAFP a formé cette année déjà plus de 10 000 personnes. Les objectifs sont 40 000, nous avons vu au début du film, mais déjà 10 000, je crois que c'est remarquable. Et les personnes formées étaient 57% de femmes. Le coût total était plus d'1 milliard de francs CFA. En s'inscrivant en droite ligne des objectifs du président de la République en matière de création de 200 000 emplois à l'horizon 2018, le projet d'appui à la formation professionnelle axera ses interventions de 2015 sur la croissance verte, tout en mettant un accent particulier sur l'insertion professionnelle. Ce n'est pas tout. 2015 verra également l'extension de ce projet à d'autres localités du pays, comme par exemple Ségou ou encore le district de Bamako. L'atteinte de cet objectif requiert la synergie d'action entre l'ensemble des acteurs intervenant dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle. J'exhorte les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme
à s'investir davantage pour faire de cette synergie une réalité. L'extension des activités de ce projet dans la région de Tombouctou se fera selon la directrice résidente de la coopération suisse au Mali, dans un premier temps avec le soutien de l'équipe de Sévaré. Restons avec le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui vient de procéder à la remise de kits d'attestation à 143 apprenants déplacés des régions du nord du Mali en fin de formation au centre de formation professionnelle de Missabougou. Ces remises s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la compétitivité des entreprises par la formation. Agibou Koulibaly, compte rendu. Cette remise de kits aux apprenants déplacés des régions du nord du Mali marque la fin de la formation de la première cohorte des 1000 jeunes dans le cadre de la composante urgence du projet AGEFOR, appui à la compétitivité des entreprises par la formation. Cette initiative mérite d'être encouragée. Et vous, les bénéficiaires, on vous demande de faire bon usage de ce que vous avez appris pendant les différentes formations. Cet accompagnement est une volonté manifeste de la France d'assister le Mali dans le développement de son système de formation professionnelle. On est là aujourd'hui ensemble pour une composante d'urgence qui avait été mise en place après la crise que votre pays a connue, qui est de former 1000 jeunes au métier du BTP, principalement des déplacés des régions du Nord. Le choix des métiers du BTP n'est pas fortuit, car l'objectif visé est de préparer ces jeunes à participer à la reconstruction de leur région tout en s'insérant dans la vie économique. Vous avez appris à utiliser vos mains, qui pour construire ou restaurer des édifices, qui pour effectuer des branchements électriques. Je vous demande donc d'utiliser les compétences ainsi acquises au service du développement de vos localités respectives. Les bénéficiaires des kits ont été formés en maçonnerie, peinture, électricité bâtiment, froid climatisation, plomberie et carrelage. Avec ces équipements, les apprenants se disent déjà outillés pour affronter le monde du travail et se faire une place. La page Ebola de ce soir, l'Alliance de la société civile malienne contre la fièvre à virus Ebola mobilise les élus de la nation contre la maladie. Elle vient d'organiser une journée de sensibilisation, d'information des élus et autres forces vives contre la maladie. Et à travers cette initiative de l'Alliance, elle vise aussi à contribuer aux actions de lutte contre sa propagation. Agali Aguissa. Les actions de riposte contre la maladie à virus Ebola sont visibles à travers le Mali. Les organisations de la société civile se mobilisent contre la maladie. C'est à travers la plateforme contre la maladie à virus Ebola dénommée Alliance de la société civile malienne contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il s'agit de familiariser la cinquantaine de participants avec les méthodes de prévention contre la maladie. La présente journée permettra de donner aux élus et aux autres forces vives de la nation les connaissances et les outils pour participer avec plus d'engagement et d'efficacité à la lutte contre la maladie à virus Ebola. Cette initiative vient à point nommé et renforce du coup les actions du gouvernement dans la protection des personnes. Ce comportement pour lutter contre le virus Ebola est aussi un comportement favorable pour la lutte contre les maladies transmissibles. Donc d'une pierre deux coups, on lutte contre le virus Ebola et on lutte aussi contre les maladies transmissibles. Quant au président de la commission santé de l'Assemblée nationale, Kalilou Ouattara, il a salué l'initiative et a prôné la convergence des actions pour bouter le mal hors du pays. Le représentant de l'ONG Save Children, Diafara Traoré, a réitéré l'appui de sa structure. Des kits de prévention sont offerts aux participants. Le Bureau national des femmes du Rassemblement pour le Mali, RPM, a tenu une conférence débat sur le même thème. Qu'est-ce que la maladie à virus Ebola? Quels sont les signes de cette maladie? Et comment se transmet-elle? Comment réduire sa propagation? Ces sujets ont figuré en bonne place lors de cette conférence suivie par Rachel Tessoudé. Stop à la fièvre à virus Ebola, c'est le mot d'ordre des femmes du Rassemblement pour le Mali RPM. À travers cette conférence débat, elles veulent apporter leur contribution à la lutte contre cette pandémie. C'est vraiment cette psychose
qui est en train de gagner du terrain par rapport à la fièvre à virus Ebola. Vraiment, c'est une maladie qui fait peur, qui ne donne pas du temps. La contamination est très rapide, donc ça nous a interpellés, ça fait peur. Donc les femmes et les enfants qui sont les couches vulnérables, il nous doit de sortir pour aider le gouvernement, le président, à essayer de bouter cette maladie. Les organisatrices de cette conférence encouragent les femmes et les enfants qui constituent les couches vulnérables de notre société à respecter les mesures d'hygiène pour prévenir la fièvre Ebola. Un grand appel, c'est-à-dire respecter ce qu'on nous demande de faire. Arrêter les accolades, arrêter de donner les mains. C'est vrai que nous sommes dans un pays pas facile, socialement difficile, où on pense qu'en ne s'approchant pas de soi, on le méprise. Ce n'est pas ça. C'est juste des aptitudes de prévention de cette maladie. Les femmes du RPM prévoient de distribuer des kits d'hygiène dans plusieurs structures étatiques et privées. La SICASO, la lutte contre la maladie à virus Ebola, plus que jamais une affaire de tous. C'est ainsi que la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, en partenariat avec l'UNICEF, vient d'initier une journée de plaidoyer à l'intention des transporteurs, opérateurs économiques et leaders religieux de la 3e région. Daouda Djakité pour le point. Pour prévenir et lutter efficacement contre la propagation de la maladie à virus Ebola, il faut passer par l'information et la sensibilisation des populations dans toutes ses composantes. C'est toute la motivation de la présente journée de plaidoyer à l'initiative de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire en partenariat avec l'UNICEF. C'est le plaidoyer à l'endroit d'un public cible particulier qui sont les opérateurs économiques en général, notamment les commerçants, les miniers, les transporteurs. Le but visé, c'est de les mettre, si vous voulez, au même parfum d'information que les autres acteurs. Une réalité qui ne fait l'ombre d'aucun doute, face à laquelle l'engagement de tous est plus que nécessaire. SICASO n'a pas enregistré de cas, heureusement, mais je crois que, comme on le dit dans le jargon, mieux vaut prévenir que guérir. C'est vraiment ça notre motivation et l'UNICEF se tiendra toujours aux côtés de l'État malien et en particulier aux côtés des autorités régionales de SICASO pour vraiment prévenir cette maladie terrible qui menace gravement notre économie et même la survie de notre nation. Je plaît ici de saisir l'opportunité pour remercier vivement tous les partenaires techniques et financiers et singulièrement l'UNICEF qui, dans cette même salle, a annoncé un financement de $50 000 dans cette riposte. Et à ce jour, ce montant s'élève à près de $60 000, soit plus de 30 millions de francs CFA pour la mobilisation sociale et la communication. Le mode de transmission, les mesures d'hygiène et de prévention de la maladie à virus Ebola étaient au centre de la journée de plaidoyer. Fin de quarantaine pour les soldats de la paix de la MINUSMA. Depuis plus de 3 semaines, une vingtaine de soldats de la MINUSMA étaient maintenus à la clinique Pasteur en quarantaine. Ayant tous été placés sous observation, les soldats de la MINUSMA placés en quarantaine n'ont pas présenté de symptômes de la maladie. Ils viennent donc de quitter l'établissement. Un patient mis en quarantaine n'ayant pas développé des symptômes de la maladie n'est pas contagieux. C'est une mesure de précaution ayant pour but d'éviter toute propagation en cas de développement éventuel des symptômes. La MINUSMA a scrupuleusement suivi les mesures mises en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en étroite coopération avec l'Organisation mondiale de la santé. Ces soldats avaient été initialement admis pour traitement après blessures subies dans le nord du Mali. Dans le cadre de leur mission, le traitement de ces blessures se poursuivra dans leur pays d'origine. La MINUSMA ainsi que toutes les agences du système des Nations Unies présentes au Mali ont mis en place des mesures pour enrayer la propagation du virus au Mali. De nombreuses mesures concrètes et appuis financiers viennent également en renfort des efforts nationaux. La famille des Nations Unies au Mali continuera de soutenir, renforcer et travailler avec les autorités maliennes dans leur combat contre le virus.
La lutte contre Ebola doit être une lutte de tous, on ne cessera de le répéter, car il s'agit d'une menace mondiale qui ne connaît ni frontières ni aucune autre barrière. C'est le message fort qui a été lancé hier à Washington DC lors du premier forum du genre organisé dans la capitale fédérale américaine par la diaspora ouest-africaine. Un forum au cours duquel la voix du Mali s'est fait entendre, notre pays qui enregistre de bons résultats dans cette lutte, mais qui a besoin d'une enveloppe financière d'une trentaine de millions de dollars. Washington, le point avec Salif Sanogo. Si c'est en Afrique de l'Ouest que l'épidémie d'Ebola fait des milliers de morts, elle demeure malgré tout une menace mondiale. Vivant à plus de 10 000 km de leur mère patrie, la diaspora ouest-africaine vivant à Washington passe ainsi à l'offensive. À travers ce premier sommet consacré à la lutte contre Ebola, elle entend désormais informer l'opinion nord-américaine tout en mobilisant davantage les autorités et les ONG américaines. Ce faisant, les responsables diplomatiques des pays touchés ont chacun fait un plaidoyer pro-Domo. Si notre pays a marqué de très bons points, il n'en demeure pas moins qu'il a besoin d'une enveloppe de 36 millions de dollars pour pouvoir mener à bien sa lutte. C'est ce message qu'a apporté le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali, M. Mohamed Al-Mustafa Sissé. Un message qui aura fait écho à ceux des ambassadeurs de Guinée, du Libéria et de Sierra Leone et qui devrait permettre d'accroître la mobilisation outre-Atlantique. Le combat contre Ebola n'est pas qu'un simple combat humanitaire, c'est avant tout un combat pour la sécurité mondiale. Ces propos du président Barack Obama ont été largement évoqués ici comme pour dire que désormais, c'est le monde entier qui doit se donner la main pour pouvoir éradiquer Ebola à la souche. Nous revenons ici à Bamako, partager avec les congressistes des réflexions comme le retour de la paix et la réussite de la réconciliation nationale ou encore la réforme de l'armée. Voilà entre autres sujets abordés par la première conférence ordinaire de l'ASMA CFP qui a débuté ce matin au Palais de la Culture. Cette formation politique entend jouer pleinement son rôle dans la construction des Mali émergents, nous dit Amadou Sankare qui était présent. 18 mois après sa création, le parti Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, tient son tout premier congrès ordinaire. Une occasion pour les participants de mesurer le chemin parcouru et de se projeter dans l'avenir. Une opportunité saisie par les partis amis pour saluer la vision de l'ASMA pour un Mali émergent. Pour eux, une vision incarnée par le premier responsable du parti. Certes, notre parti est jeune. Certes, la page que nous écrivons est nouvelle. Mais la lutte que nous menons est ancienne. Elle est marquée par la fidélité aux valeurs et aux idéaux qui fondent depuis toujours notre action au service de notre nation. Notre combat se mène autour d'idées simples et fortes, réunies dans notre devise liberté, unité, solidarité. Nous nous sommes toujours investis pour défendre notre proximité avec le peuple, pour créer les conditions permettant de rendre possible ce qui est nécessaire, pour convaincre chaque citoyen qu'il est lui-même porteur de solutions et acteur de changement. Ce congrès se tient à un moment crucial de l'histoire du Mali. C'est pourquoi le chef du parti de l'ASMA CFP demande à ses militants de resserrer les rangs pour accompagner les actions du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans cette période de difficulté, d'interrogation et de doute, nous devons persévérer, nous devons préserver, nous devons poursuivre. Je tiens à rappeler que dans cette même salle, nous avions exprimé notre soutien à Ibrahim Boubacar Keïta pour les élections présidentielles. C'était un choix du cœur, de raison, de confiance, de conviction et de responsabilité. C'est un choix que nous maintenons sans réserve.
la réforme de l'armée, la réconciliation nationale sont autant de préoccupations dans l'agenda de l'ASMA. Je propose donc que notre parti s'engage de manière résolue dans la recherche de solutions qui permettraient d'éviter l'enlisement des discussions. Mesdames et messieurs, le futur accord de paix devrait être basé sur une appréhension consensuelle de deux grands points. Les actions urgentes à réaliser dans une période transitoire et la gestion maîtrisée des évolutions institutionnelles. Les travaux du Congrès qui s'achèvent ce dimanche regroupent les délégués venus de l'ensemble du territoire national. Conférence de presse de l'honorable Bourama Traoré et Tidiane Traoré, député élu à Kati. L'objet de cette rencontre était de livrer sa version des faits récents qui l'ont opposé au juge à compétence étendue de Wole-Sebougou le 25 novembre dernier. L'honorable et ses avocats dénoncent le comportement du procureur général. Ils estiment que l'information a été traitée de façon partiale. Lamine Keita a suivi ce point de presse. Le député élu à Kati livre sa version de faits qui l'ont opposé au juge à compétence étendue de Wole-Sebougou le 25 novembre dernier. La vérité n'est autre que je n'ai jamais porté ma main sur le juge de Wole-Sebougou. C'est au contraire lui qui m'a agressé, qui a porté sa main violemment sur moi et qui m'a blessé. C'est moi la victime. Et c'est ça que je voulais dire. Après 6 jours d'incarcération et la suspension de poursuites par la Cour d'appel de Bamako, l'honorable s'estime lésé. Que toute la lumière soit faite à propos de cette affaire. Je fais confiance à la justice de mon pays. En entendant un éventuel recours, les avocats du député saluent la disposition constitutionnelle qui a permis la relaxe de l'élu de la nation, notamment l'article 62, alinéa 3. La salle multifonctionnelle et le centre de documentation et d'information du Centre national des ressources de l'éducation non formelle portent désormais des noms de Adama Berté et de Madame Diop Sira Sissoko, deux personnalités du monde de l'éducation qui ont marqué, voire participé de façon significative à la promotion de l'alphabétisation fonctionnelle et féminine au Mali. La cérémonie de baptême a été présidée par Madame le ministre de l'Éducation nationale et en présence de notre reporter Fademba Keita. Au Centre national des ressources de l'éducation non formelle, la salle multifonctionnelle porte le nom du premier responsable de la Direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée d'INAFLA de 1976 à 1986. À travers des initiatives constructives et un engagement profond et fécond, Karamogo Adama Berté a en son temps mis en œuvre de grands programmes et projets d'alphabétisation et de promotion des langues nationales. On peut citer entre autres le programme Angadou, dans le cadre de la coopération Mali-Agence canadienne de coopération de 75 à 79. Les principaux thèmes traités à travers ce programme étaient orientés vers l'organisation et la gestion communautaire du développement. L'immortalisation de feu Mme Diop Sira Sissoko, premier chef de la division promotion féminine de la DENAFLA, n'est pas fortuite. Elle a conçu le projet vidéo portatif pour appuyer le programme spécifique des femmes. Cette initiative a marqué le départ pour une mobilisation sans précédent des femmes. Les résultats que la DENAFLA a obtenus dans ses actions d'alphabétisation, de post-alphabétisation et de promotion de langues nationales ont été bien appréciés, aussi bien dans notre pays que par des organisations internationales. Monsieur Adama Berté et Madame Diop Sira Sissoko partageaient un idéal commun, le sens élevé du devoir et de la responsabilité. Des témoignages et films documentaires suivis ont mis en exergue les efforts consentis par ces hommes et femmes dans les domaines de l'alphabétisation non formelle et la promotion féminine dans notre pays. À travers l'adoption ce mercredi par le Conseil des ministres d'une politique linguistique au Mali, le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires se battent pour donner une nouvelle impulsion aux actions déjà posées.
Demain, 7 décembre 2014, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célébrera la journée de l'aviation civile internationale. Le thème retenu cette année est coopération pour l'avancement de l'aviation dans le monde. Sur la célébration, Mamadou Hachim Koumaré, ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, est au micro de Sokona Kabisoko. L'objectif de la célébration annuelle de cette journée est de sensibiliser et d'informer l'opinion mondiale sur l'importance de l'aviation civile internationale pour le développement économique et social des États et le renforcement de la paix. Cette année, le thème retenu est coopération pour l'avancement de l'aviation dans le monde. Ce thème, vous conviendrez avec moi, chers compatriotes, revêt une importance particulière pour un pays comme le nôtre, parce qu'il fait appel à la solidarité et à l'entraide, à l'effet de renforcer et de mettre en synergie nos actions en matière de sûreté et de sécurité. L'année 2014 coïncide avec le 70e anniversaire de la signature de la Convention relative à l'aviation civile internationale. Ces 70 ans correspondent pour l'OACI à 70 ans au service du développement harmonieux de l'aviation civile dans le monde. Cette journée est une occasion pour faire le point d'un secteur en pleine mutation. En effet, l'aviation civile est confrontée à de nombreux défis au titre desquels nous pouvons citer la lutte contre le terrorisme, les mesures nouvelles et émergentes. Le recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC, quel impact sur la démocratie? Comment amener les personnes non encore enrôlées à se soumettre à cette opération? Telles sont les questions soulevées ce matin ici à Bamako au cours d'une journée d'information dédiée aux femmes des partis politiques et initiée par le cadre de concertation des femmes des partis politiques. Et cela en collaboration avec l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Ramata Konaté, notre reporter, était présente. Les opérations d'achèvement du RAVEC arrivent à terme le 15 décembre. À quelques jours de cette date, l'heure est à la formation des femmes des partis politiques sur le recensement administratif à vocation d'état civil à RAVEC. C'est dans l'optique d'inciter les omis et les nouveaux majeurs à se faire enrôler. Prennent part à cette journée une soixantaine de femmes sous la houlette du cadre de concertation des femmes des partis politiques CCFPP. Nous pensons que la mobilisation des femmes des partis politiques sera un gage de succès de l'opération du RAVEC. Aussi espérons-nous qu'après avoir été édifiées sur les enjeux de l'opération, elles investiront les quartiers et villages afin que les derniers jours du RAVEC connaissent un très fort taux d'enrôlement des femmes. La présente journée devra permettre aux femmes des partis politiques de cerner les enjeux du RAVEC et les perspectives pour une large inscription des potentiels électeurs qui sont les nouveaux majeurs. Outre le RAVEC, la fièvre à virus Ebola était aussi au centre des échanges. Les mesures d'hygiène et la déclaration des cas suspects ont été vivement recommandées. Cette journée d'information est le fruit de la collaboration entre le cadre de concertation des femmes des partis politiques et l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Pour compléter ce chapitre RAVEC, dans le cadre des opérations d'achèvement et de pérennisation du RAVEC, l'ambassade du Mali aux États-Unis d'Amérique porte à la connaissance des ressortissants maliens qui pourront se faire enrôler tous les jours ouvrables à compter du 6 décembre jusqu'au 6 janvier 2015 de 9h à 17h dans les locaux de l'ambassade du Mali à Washington DC. Aussi, une permanence est assurée pour la même opération les samedis et dimanche de 11h à 16h.
L'ONG Gaz Mali vient d'organiser un forum sur le droit des enfants, un forum qui se situe dans le cadre de la mise en œuvre des projets, des activités du projet, protection des enfants, appui et promotion des initiatives communautaires en faveur de la promotion du droit de la petite enfance. Les travaux du forum se sont déroulés dans le cercle à Samalé, dans le cercle de Kangaba. Youssouf Diakité a suivi pour nous. Ce forum est une des phases du combat pour l'ONG Gaz Mali en faveur de la promotion des droits des enfants, droit à l'éducation, droit à la santé et même droit à la parole. C'est une activité ludique, mais en même temps, c'est des enseignements à tirer. Enseignements concernant les droits de l'enfant qui doivent être respectés par les décideurs, et puis la lutte contre la pratique de l'excision. Au niveau des acteurs de la santé, c'est d'accentuer toujours la sensibilisation au niveau des patients qui viennent à leur niveau, pour leur montrer également, parce que nous on n'évolue pas seul, il faut qu'on évolue en synergie avec la santé pour qu'on puisse leur montrer que eux aussi ils doivent nous appuyer dans cette lutte. C'est un forum de sensibilisation à l'égard des vieilles femmes qui pratiquent l'excision. Et en plus de cela également, les autorités et les notables de Salamale sauront vraiment de quoi est-ce que l'excision est capable d'engendrer comme conséquence. Le forum en question est un véritable espace d'échange qui a regroupé du coup, outre les enfants, les autorités communales, politiques et administratives de la localité de Kangaba. 1 tonne 40 kilos de chanvre indien pour une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, c'est la saisie effectuée par la direction régionale de Ségou. Le produit était dissimulé dans un minibus en provenance de Koro, dans la région de Mopti. Le point avec Kandesila. C'est dans la nuit du jeudi qu'un minibus suspect en provenance de Koro pour Bamako a été immobilisé par la douane de Ségou. L'expertise révèle que le véhicule contenait une quantité importante de chanvre indien. La saisie là, elle fait à peu près 520 briques de chanvre indien, de 2 kg par brique, et pour un poids total d'1 tonne 0,40, et pour une valeur de 1 milliard 185 millions 600 000 francs CFA. Les circonstances de cette saisie sont dues à la perspicacité et à la vigilance de la douane de Ségou, qui, fort longtemps, avait des soupçons sur ce véhicule douteux. La particularité du véhicule, c'est que quand vous regardez le plafond du véhicule, le plafond intérieur du véhicule est aménagé avec des contreplaqués. Et le plafond en haut, en fait, il y a la cachette aménagée là-dedans. Donc les contreplaqués qui sont à l'intérieur masquent le poids qu'ils pouvaient transporter. Donc ce sont ces indices-là qui nous ont beaucoup motivé quand même à immobiliser le véhicule. Pour le directeur régional de la douane, la vigilance doit être de mise. Je voudrais profiter de votre micro pour déjà féliciter les agents de cette escouade-là. Parce qu'ils ont fait preuve de beaucoup d'assiduité dans la recherche, le suivi et l'exploitation du renseignement, sans lequel cette saisie était impossible, puisqu'il s'agit d'un véhicule de transport en commun qui ne fait pas l'objet de beaucoup de contrôles douaniers. On note que le véhicule a été abandonné par le chauffeur et les enquêtes sont en cours pour remonter la filière. Sport football, championnat national de Ligue 1, c'est parti depuis hier pour la saison 2014-2015. 2 rencontres se sont disputées au stade Modibo Keïta au compte de cette journée inaugurale. Siragatou Sissé, compte rendu. Cité parmi les favoris à la succession du Stade malien de Bamako, le COB, ici en vert, a pu d'entrer sur l'accélérateur dès son premier match de la saison. Les Olympiens ont pris le dessus 1-0 sur la Somme. Le but est l'œuvre de Djibril Koulibaly à la 42e minute. Il devient par la même occasion le premier buteur du championnat national de Ligue 1 saison 2014-2015. À l'ouverture du bal, l'AS Police et l'AS Real se sont séparés 0-0. Les Scorpions de l'AS Real, composés majoritairement de juniors, ont été mis en difficulté par l'arrière-garde des policiers. L'état de la pelouse du stade Modibo Keïta a considérablement joué sur la prestation des acteurs. Le gazon n'est pas bien taillé, donc voilà, et ici tu remarques notre jeu, c'est les jeux ensemble.
Donc si les passes n'arrivent pas, donc ça détruit notre jeu. Et voilà, c'est la qualité de la pelouse qui nous a vraiment fatigué ce soir. Le gazon, c'est en haut. Il devrait le coiffer. Bon, c'est trop en haut, c'est difficile à jouer, mais malgré tout, on a pu gérer. Sinon, il n'est pas en état. La deuxième journée de la Ligue 1 est programmée dès le week-end prochain avec des affiches intéressantes à Bamako et à l'intérieur du pays. Du Festival international de N'Djamena aux rencontres cinématographiques de Bamako, 10 années se sont écoulées. La 10e édition de ce festival de cinéma s'est ouverte aujourd'hui au cinéma Babemba. L'édition de cette année a pour thème éducation au développement durable. Un accent particulier est mis sur les enfants à venir de nos nations. Pour des raisons de sécurité sanitaire, l'édition cette année s'est limitée à une seule journée. Le président de l'USUKAO, fondateur du festival de N'Djamena, nous explique le choix du thème. Souleymane Sissé est au micro de Makamfi Konaté. L'éducation est devenue un problème primordial. Je me rappelle bien quand j'étais gosse, que ce soit à l'extérieur ou ailleurs, on se flattait parce que quand tu avais des gens qui étaient proposés à un poste donné, automatiquement on choisissait les Maliens. Mais là aujourd'hui, c'est le contraire. Donc il faut relever ce défi. Et c'est à tous les angles. Je prends mon cas de cinéaste. Depuis 1969, je suis dans la production. Et je fais tout pour pouvoir faire des films avec des Maliens. Mais je n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être ils n'ont pas eu la chance d'aller faire des formations pour pouvoir être des directeurs de photos, des créateurs de photos. Et ça, c'est un handicap. Et donc, quand on est dans telle situation, en ce moment, il y a une sorte de révolte qui est là. Et c'est cette révolte qui nous a qui nous a poussé à choisir ce thème, le thème de l'éducation. Et nous pensons que notre voix sera entendue et que désormais, ce n'est pas seulement au niveau du cinéma, dans tous les domaines, que vraiment la spécialisation, la formation soit primordiale et que nos enfants puissent relever la tête demain. Mais je sais que ce sont eux qui vont relever le défi, ces enfants. Ils ont 4 ans, 5 ans aujourd'hui, dans 10 ans ils auront 15 ans. Mais si on leur remet le pays dans la situation auquel ils se trouvent, mais ce serait grave. Alors donc nous pensons qu'on peut redresser la situation et nous pouvons chacun de son côté, à sa façon, à sa manière, peut redresser ce que nous vivons aujourd'hui. Exposition photo à l'espace Anko Art de Niamakoro, l'initiative du jeune malien répondant au nom de Adama Diarisso. Adama Diarisso a voulu rendre un hommage mérité à Nelson Mandela qui nous a quittés il y a 1 an. À travers cette exposition, le jeune peintre retrace l'histoire du grand Madiba. Moussa Tidjani Kanté a suivi cette exposition photo. Hommage à Nelson Mandela, sous la plume d'un jeune malien plasticien qui retrace l'histoire de l'icône planétaire de la paix et de la liberté en sa manière. Entre l'amertume, la prison, la sagesse, la paix, le triomphe et la liberté, le pinceau tout à l'heure se glisse entre les méandres d'une vie bien remplie. Je voulais retracer sa vie en général parce que quand vous voyez les images là, ça fait au total 22 tableaux. Donc j'ai commencé depuis sa jeunesse, quand il était étudiant, ensuite sa vie privée, et puis sa vie en prison, après quand il est devenu président, sa vie politique et ensuite sa vie publique parce qu'il a fait beaucoup d'œuvres de charité. Donc c'est pourquoi je voulais retracer toute sa vie avec 22 tableaux. Né en 1918 au sein d'une famille cultivée, influente, Nelson Mandela entreprend les études de droit. Très vite, il devient l'un des principaux leaders de l'African National Congress, ANC. Connu pour être un homme politique aux commandes de lutte contre l'apartheid, ce qui lui mena à la présidence de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. J'ai vu que le Mali, comme un pays frère, pendant la guerre contre l'apartheid,
c'était le pays qui a soutenu l'Afrique du Sud. À Tombouctou, on a construit un grand meuble de centre Ahmed Baba. C'est l'Afrique du Sud qui font ça, mais on va continuer à faire ça pour le Mali. On va continuer à faire ça ensemble avec le Mali. Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Madiba, une icône de la paix, de la liberté, restera gravé à jamais dans le cœur de tous ceux qui sont épris de paix et de justice. Voilà, on y arrive enfin. Elle a 22 ans, étudiante. Elle mesure 1,72 m et pèse 50 kg. Elle s'appelle Mademoiselle Mariam Traoré, dite Maria de Koulikoro. Elle est désormais la plus belle fille du Mali. Elle a été élue ambassadrice de la paix et de la réconciliation. C'était hier soir au Centre international de conférence de Bamako. C'était au cours de la grande soirée dénommée NU-ORTM, organisée par le comité syndical de l'ORTM. Sa première dauphine est Mariam Soumbounou de Bamako, ambassadrice de la lutte contre la maladie à virus Ebola, et sa deuxième dauphine, Mbarka Walet Abdoulaye de Ségou, ambassadrice de la promotion de la jeunesse et de la construction citoyenne. Cette année, l'événement est dédié à la paix et à la réconciliation. Retour sur cette soirée de la beauté malienne, riche en couleurs et en diversité culturelle de plus de 3 heures. Modibo Soirée était présent pour nous. Mademoiselle Mariam Traoré. À partir de cet instant, elle devient la plus belle fille du Mali, en tout cas pendant une année. Mariam Traoré, dite Maria, étudiante en droit, 22 ans du haut de son mètre 72 pour 50 kg, est élue plus belle fille des nuits ORTM par un jury composé de 5 membres. À ses côtés, Mariam Soumbounou de Bamako, première dauphine, et Mbarka Waled Abdoulaye de Ségou, deuxième dauphine. Il s'agit d'une consécration pour Mariam Traoré, dite Maria, dans une compétition entre 12 postulantes à la couronne. Ce plateau, offert par le comité syndical de l'ORTM depuis près de 3 décennies, met en compétition les représentantes des 8 régions de notre pays, celles du district de Bamako ainsi que de la diaspora malienne de France. Exhibition de la grâce féminine, démonstration de la culture malienne dans sa diversité. Chacune des candidates à cette finale des nuits ORTM a su exporter ce qu'il y a de mieux dans son terroir après 4 passages devant le jury. Le renforcement de la paix et de la réconciliation nationale dans notre pays. La lutte contre la maladie à virus Ebola, des sujets au cœur de ce rendez-vous 2014 compte tenu du contexte actuel au Mali. Autant de thématiques abordées au cours de cette soirée de beauté lors de l'adresse au public des postulantes. Des critères qui ont beaucoup pesé sur le choix du jury pour élire la reine de la beauté malienne. Je voudrais remercier les membres du jury qui m'ont accordé leur confiance ce soir et dédier cette victoire à mon grand-père Sékoumina du Traoré qui n'est plus de ce monde malheureusement. Je remercie également ma mère qui a tout fait pour que je sois là ce soir. À tous ceux qui m'ont soutenu, tous mes amis, toute ma famille et ceux que j'ai oubliés, je suis désolée, c'est l'émotion. Merci. On a primé certes la beauté féminine, mais aussi et surtout d'autres savoir-faire comme l'éloquence ou encore la meilleure tenue traditionnelle. Outre la couronne, Mariam Traoré dite Maria de Koulikoro a été gratifiée du prix de l'éloquence décerné par le directeur général de l'ORTM. Le prix de la meilleure tenue traditionnelle est revenu à Bintou Marie de la diaspora de France. J'espère que ça c'est un retour, parce que la thématique était très forte. Un binôme, paix et réconciliation pour le Mali. Ensuite, la guerre contre Ebola pour le bouter hors du Mali, hors du monde. Je pense que les gens nous ont donné des messages très forts par rapport à ces 2 thématiques. Et je remercie vraiment l'ensemble des ministres qui se sont exprimés et ont livré ces 2 messages forts dont le pays porte fièrement aujourd'hui. Je pense qu'on ne pouvait pas choisir mieux. Bravo l'ORTM, bravo le public. La plus belle fille du Mali a reçu la somme de 2 millions de francs CFA. Sa première dauphine, 1 500 000 francs CFA. Et la deuxième dauphine, 1 million de francs CFA offert par le sponsor officiel Sotelma Malitel. En plus de cette distinction spécifique, toutes les finalistes ont reçu des cadeaux de la part des sponsors et automécènes de cette cuvée 2014 des nuits ORTM. La manifestation a été agrémentée par les Amazones de l'ORTM à travers des sketchs de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola. Aussi des artistes de renom de notre pays, Tchali Arbi,
Fatih Kouyaté, Milmo, Général Balodi, Nene Soumano et bien d'autres ont séduit le public présent à cette grande finale des nuits de l'ORTM. Bravo Mariam Traoré de Koulikoro. La musique malienne est encore en deuil. L'artiste chanteuse Kadiatou Diabaté est décédée ce matin des suites d'une courte maladie à l'âge de 42 ans. Née dans une famille d'artistes, Kadiatou Diabaté est la fille des jumeaux de Lafiabougou, les premiers à mener de la Guinée-Conakry un rythme et un style de musique tradit moderne appelé Apollo. Mariée et mère de 4 enfants, Kadiatou Diabaté, plus connue sous le sobriquet de Lafiabougou, Kadiatou était une valeur sûre de la musique malienne. Elle était surtout connue à travers les manifestations socio-culturelles dans le milieu des griots. Très engagée dans ses compositions, Kadiatou ne cessa de chanter pour la cause des femmes. Son enterrement aura lieu demain dimanche à partir de 16h à Lafiabougou chez son mari, non loin du rond-point Cabral. D'ici là, que son âme repose en paix, ainsi va la vie. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter définitivement, Actu Hebdo reçoit demain 2 invités. Ibrahim Agnok, directeur général du Centre national de volontariat, et Adama Diakité, directeur exécutif de la Fédération malienne des personnes handicapées. Actu Hebdo, canal 12h-13h avec Ibrahima Djombele. Ça sera juste après le journal de 13h avant le journal de 13h qui vous sera présenté par Mohamed Touré. Voilà, mesdames et messieurs, excellente nuit à tous. Au revoir.